l'invité de la matinale. KTO Radio. Le pape François a annoncé début octobre lors d'un Angélus la tenue d'un consistoire le 7 décembre prochain, c'est samedi. Le Saint-Père a choisi 21 nouveaux cardinaux. Alors qui sont-ils ? Ces nominations bouleversent-elles les équilibres au sein du collège cardinalis ? Ces questions, je les pose ce matin à notre experte Philippine de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Philippine de Saint-Pierre, vous êtes journaliste accréditée permanente au Vatican. L'actualité est dense en ce mois de décembre et notamment avec ce consistoire. Rappelez-nous rapidement le principe d'un consistoire. Pour nous, en français en particulier, c'est un terme un peu trompeur parce que quand on dit consistoire, on pense au consistoire central des Juifs de France, qui est une institution inventée par Napoléon. Mais à l'origine, le consistoire, c'est l'antichambre dans laquelle l'empereur romain rendait la justice. Et consistoire, ça veut dire cum sistere, ça veut dire se tenir avec. Alors dans l'Église catholique, il y a deux sortes de consistoires. Il y a des consistoires ordinaires qui sont convoqués par le pape pour nommer des nouveaux cardinaux. Et puis, il y a des consistoires extraordinaires où le pape convoque tous les cardinaux pour réfléchir avec lui à un sujet. Ce qu'on peut noter, c'est que le pape François, avec tout son discours autour de la collégialité, il aura quasiment pas convoqué de consistoire extraordinaire. Il travaille avec un nombre de cardinaux plus restreint, son conseil des cardinaux. En revanche, il a convoqué beaucoup de consistoires ordinaires pour la création de nouveaux cardinaux, et ça, c'est aussi lié à la pyramide des âges, parce que, c'est une population assez âgée, et donc régulièrement, il faut remplacer ceux qui sont partis. Et donc là, effectivement, c'est un consistoire ordinaire. Si on rentre dans le détail de ces nominations, un premier aspect important, intéressant, 11 des 21 futurs cardinaux sont membres d'ordres religieux. Oui, plus de la moitié. Alors, c'est une tendance qui est aussi liée au fait, il ne faut pas se tromper, probablement le pape François, comme religieux lui-même, jésuite, a-t-il un intérêt particulier pour la manière dont les charismes des différents ordres religieux s'expriment dans l'Église, et c'est important que ces charismes y soient aussi représentés dans le collège cardinalis. Mais la tendance de fond, c'est aussi que de plus en plus de religieux, l'Église fait appel à eux pour prendre des responsabilités pastorales, autrement dit pour devenir évêque ou archevêque, et c'est aussi la raison pour laquelle on les retrouve parmi les cardinaux. Autre élément important également, la provenance de ces futurs cardinaux. Philippine de Saint-Pierre, d'où viennent-ils ? Écoutez, ils viennent d'un peu partout dans le monde, mais il y a une évolution du Sacré Collège en termes géographiques sous le pontificat de François. L'Europe reste un grand vivier de cardinaux, mais qui diminue de manière considérable. Vous voyez, au début du pontificat, il y avait plus de 52% des cardinaux qui venaient d'Europe. Après le consistoire de samedi, il y en aura 39%. Donc il y a une nette diminution de l'Europe. En revanche, il y a une nette croissance de l'Asie qui continue sa progression. Ils étaient 8% en 2013, ils seront 16% après ce consistoire. Donc le nombre de cardinaux asiatiques a doublé. Et puis l'Océanie a grandi également. Ils étaient très très peu, ils sont toujours pas très nombreux, mais il y en a quand même un peu plus. Le Moyen-Orient aussi a été renforcé par le pape François. Et puis en revanche, l'Afrique est le continent où le catholicisme grandit le plus dans le monde, on le sait, et il n'est pas tellement récompensé en termes de siège cardinalis. Il n'y a que 2 nouveaux cardinaux africains cette fois-ci, Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, et puis Ignace Bessi-Dogbo d'Abidjan. Et donc l'Afrique est en dessous des 13% maintenant. Y a-t-il une nomination parmi ces futurs cardinaux qui retient votre attention, Philippine de Saint-Pierre ? Écoutez, chaque cas est évidemment intéressant, mais comme on n'a pas le temps d'évoquer les 21, Ignace Bessi-Dogbo, justement, il a 63 ans, il est archevêque d'Abidjan, il est créé cardinal très peu de temps après sa nomination comme archevêque, c'était le 20 mai dernier seulement. Le pape François l'avait nommé personnellement membre du synode sur la synodalité. Les téléspectateurs de KTO Télévision ont d'ailleurs eu l'occasion de faire sa connaissance au cours de la première session de ce synode. Et c'est un
pasteur de terrain et un théologien bibliste qui a étudié à Rome. Il a été président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Il est à la tête aujourd'hui d'un diocèse qui compte 4 millions d'habitants, dont 2 tiers de catholiques à peu près. Et c'est vraiment important de suivre comment se développent ces églises d'Afrique qui ont leurs défis, mais qui ont aussi clairement un certain nombre de forces. Et on reste en Afrique, vous en avez parlé, Philippines, Monseigneur Jean-Paul Vesco, autre nomination qui ressort, l'archevêque d'Alger qui incarne le dialogue interreligieux. Ouais, c'est le chouchou des Français, hein, c'est bien normal parce que Jean-Paul Vesco, il est né à Lyon. Il a travaillé, hein, il a été avocat d'affaires à Paris avant de rentrer chez les Dominicains. Il a été à l'école biblique de Jérusalem et puis il a assuré une présence dominicaine justement à Tlemcen en Algérie avant d'être nommé évêque d'Oran en 96. On s'en souvient aussi, c'est lui qui était à la manœuvre évidemment pour la béatification des martyrs d'Algérie des années 90, parmi lesquels Monseigneur Claverie et les moines de Tibérine. Il a été nommé ensuite archevêque d'Alger il y a 3 ans par le François. C'est un homme qui veut incarner une église pas du tout cléricale, une église de l'amitié qui témoigne du Christ simplement par sa présence, par sa disponibilité, par son amitié avec les uns et les autres. Et donc c'est évidemment une figure à suivre, une figure qui a su toucher le cœur du pape François et une minuscule église, hein, le diocèse d'Alger en 2020, c'est les dernières statistiques que j'ai, c'était 4000 fidèles à peu près et 35 prêtres. Monseigneur Dominique Mathieu également, je voulais le faire ressortir ce matin, c'est un autre symbole fort qui va dans cette droite ligne, la nomination Dominique Mathieu, archevêque de Téhéran en Iran. Encore une minuscule église, et puis alors lui, c'est le chouchou des Belges, évidemment. C'est sans doute l'un des prélats les plus discrets de toute l'église catholique. Quand il est quelque part, personne quasiment ne le sait. Vous voyez, il était à la basilique de Kuckelberg quand le pape François est venu en septembre. Il était tranquillement assis là au milieu, aucun signe distinctif. Il était probablement déjà au courant de sa nomination. Évidemment, quand on est archevêque des Latins en Iran, un pays où l'église est objectivement persécutés, les chrétiens aussi, on n'a pas tellement intérêt à se faire remarquer. En même temps, il est là. Alors, son diocèse, c'est 5 prêtres, 12 religieuses professent. On dit qu'il y a à peu près 2000 fidèles. Monseigneur Mathieu, il est né en 1963. Vous voyez, c'est pas un très vieux cardinal. Il est frère mineur conventuel et il a été provincial en Belgique et puis envoyé en mission au Liban. Finalement, il a été dans la province des mineurs conventuels pour l'Orient et la Terre Sainte. Ça fait 3 ans qu'il est sur ce siège qui était resté vacant pendant plus de 7 ans. C'est une situation évidemment très délicate et ça montre la volonté du pape de donner une voix aux églises ultra-minoritaires, mais aussi aux églises qui sont en très grande difficulté. Et un dernier nom que j'aimerais faire ressortir, un peu plus étonnant, en tout cas la nomination d'un frère dominicain, Timothy Radcliffe, qui est connu pour sa liberté de ton. C'est la star de ce consistoire incontestablement, aussi parce que c'était la star du synode qui vient de s'achever, prédicateur ultra célèbre britannique. Il a eu donc cette visibilité particulière parce que c'était l'un des 2 assistants spirituels du synode convoqué par le pape François avec des méditations qui ont été très remarquées. Lui, il est né en 1945, vous voyez, il a 79 ans, il est entré chez les Dominicains à 20 ans, il a enseigné l'écriture sainte pendant longtemps et il a été très actif au sein du mouvement pour la paix, mais aussi dans l'assistance aux malades du sida. Il est connu pour son audace théologique, sa volonté de penser une théologie qui soit dans l'action, au cœur du monde, dans la rencontre aussi avec tous, y compris loin de l'Église. Et donc, voilà, incontestablement une proximité spirituelle et de vision pastorale avec le pape François pour cette nomination de Timothy Radcliffe. On a ressorti quelques cas, Philippine de Saint-Pierre, avec toutes ces nominations. Est-ce que ça bouleverse les équilibres au sein du collège des cardinaux ?
Eh ben, ça bouleverse pas forcément les équilibres en dehors des évolutions géographiques qu'on mentionnait tout à l'heure. Il y a des choses quand même qu'on peut noter. C'est d'abord un rajeunissement du collège des cardinaux. Les 20 nouveaux électeurs ont 62 ans en moyenne, avec un cardinal très très jeune de 44 ans qui est responsable de la diaspora ukrainienne en Océanie. Alors, on se dit, ah ouais, c'est bien quand même que ça se rajeunisse. Bon, faut réfléchir un peu, hein, parce qu'un cardinal, il est cardinal électeur jusqu'à 80 ans, donc ça fait forcément des durées de mandat qui vont être particulièrement longues. Euh, on voit que les sièges traditionnellement cardinalistes, eh bien, ça n'intéresse toujours pas François, même si là, Turin gagne un cardinal. En revanche, Milan, Naples, Paris, Lyon, Los Angeles, Berlin, Dakar, Vilnius, Cracovie, on oublie. Et puis, ce qui commence à devenir une habitude chez François, c'est aussi de nommer de simples prêtres cardinaux. Alors maintenant, la règle de l'Église veut qu'ils soient ordonnés évêques entre-temps, donc ça fait un peu d'organisation, évidemment, avec des nominations qui ont pu surprendre là quand même parmi ces simples prêtres. Je pense au père Fabio Biagio, par exemple, ou au père Couvacade, qui sont des collaborateurs de François à la curie. Le père Couvacade, c'est l'organisateur des voyages pontificaux. Pourquoi est-il créé cardinal? De fait, c'est un peu surprenant. Hmm. On passe donc de 120 cardinaux à 141 et exactement. Est-ce qu'il existe, Philippine de Saint-Pierre, une limite du nombre de cardinaux au Sacré Collège? Ah, c'est un débat sans fin, ça, cher Maxence, parce que figurez-vous, oui, il y en a une. Il y en a une, elle est fixée à 120 cardinaux électeurs, elle a été fixée théoriquement par Paul VI. Mais ça ne doit pas être très grave de dépasser cette limite, parce que pour autant que moi je me souvienne depuis une trentaine d'années que je suis le Vatican, c'est un plafond qui est dépassé à de très nombreuses reprises. Il l'a été régulièrement par Jean-Paul II, il l'a été presque systématiquement par Benoît XVI et une nouvelle fois par François, mais c'était déjà arrivé depuis le début du pontificat. On sera à 141 cardinaux. Je ne crois pas en tout cas que ça puisse être un critère d'invalidité du conclave, puisque c'était vraiment une règle théorique et qui avait été pensée aussi dans un monde très très différent. Il faut avoir ça en tête, c'est que les cardinaux, c'est supposé être les collaborateurs du pape, mais qui représentent la diversité de l'Église universelle. La connaissance que l'on a du monde aujourd'hui, la facilité des transports aussi, puisque ces cardinaux, il faut qu'ils puissent venir à la demande Ouais. du pape. Et bien sûr, si le pape venait à être remplacé, il faut qu'il puisse venir pour un conclave. Tout ça, entre les années 60 et aujourd'hui, a connu des révolutions extrêmement profondes. Donc le fait que ce collège cardinaliste grandisse un peu, eh bien, ça paraît assez cohérent. Le fait qu'il se diversifie pour rendre aussi mieux compte des réalités de l'Église sur la planète Terre, ça paraît assez logique. Et en quelques mots pour terminer, Philippine de Saint-Pierre, pourquoi le pape François décide-t-il de nommer ce consistoire maintenant? Est-ce qu'il prépare la fin de son pontificat? On dit ça à chaque fois qu'il y a un consistoire. Est-ce que vous croyez que c'est parce que c'est bientôt la fin? De fait, il faut renouveler Hmm. régulièrement le collège cardinaliste. Ceci dit, comme observateur, on peut noter tout de même qu'il y a une espèce de frénésie d'activité du pape François, en particulier depuis l'été dernier. On a vu la multiplication des voyages complexes et fatigants malgré son âge, le synode, la multiplication des publications jusqu'à l'encyclique Dilexit Nos, mais aussi un très grand nombre d'autres textes, et ce consistoire qui vient comme ça dans une espèce d'urgence qui n'est pas absolument manifeste. Alors, c'est vrai qu'on allait passer avec ceux qui meurent, il y en a, et puis ceux qui passent la barre des 80 ans, on allait passer sous les 120 cardinaux électeurs. Et je vous parlais de ce plafond qui est très théorique. Il y a même des débats pour savoir si c'est un plafond ou un plancher. Alors peut-être que le pape s'est dit, bon, bah voilà, on arrive à 120, il faut refaire une fournée pour être sûr qu'il y ait le bon nombre. Je ne crois pas que ça présage de quoi que ce soit de particulier. Ça manifeste en tout cas la volonté du pape François que ce collège cardinaliste soit représentatif de la diversité de l'Église et puis un peu aussi de ses idées, parce qu'on note parmi les nominations de ce consistoire en particulier, peut-être plus que dans les précédents du pape François, le choix de gens qui partagent vraiment sa vision pastorale. De là à dire, comme on peut le lire parfois, que en faisant ça, eh bien, le pape François garantit qu'au prochain conclave, c'est quelqu'un qui pense comme lui qui sera élu. Je pense qu'il y a un grand pas à franchir et que pour ma part, je ne franchis absolument pas. Par exemple, le pape nomme des cardinaux de toutes petites
des églises, des périphéries, vous savez, on le dit souvent, eh bien les cardinaux des églises de périphérie, figurez-vous qu'ils sont généralement assez conservateurs. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que parce qu'il y a, disons, une connivence intellectuelle ou pastorale sur la vision des priorités, il y a forcément une majorité du conclave qui demain voudra dessiner le Oui. portrait d'un clone du pape François. C'est pas un congrès politique, un conclave, ni un consistoire, ni un collège cardinaliste. Ça se vit un peu autrement et sur d'autres critères. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre pour ces éclairages. Et la cérémonie d'investiture des 21 nouveaux cardinaux sera à suivre à partir de 16h samedi sur les ondes de KTO Radio. Bonne journée Philippine de Saint-Pierre. À bientôt.